content d'être avec vous. Je suis content de parler du Créateur, justement. C'est un sujet qui me passionne depuis bien des années. J'ai grandi dans une famille chrétienne, puis je me suis fait enseigner dès mon jeune âge la parole de Dieu. Puis quand j'ai continué dans mes études, je suis arrivé au cégep. Avant le cégep, on ne parlait pas beaucoup de ça, création, évolution. Puis rendu au cégep, là, ça a commencé à être beaucoup plus présent. J'ai fait un cours en écologie appliquée, c'était en sciences biologiques. Là, mes professeurs disaient complètement le contraire de ce que j'avais entendu, moi, à la maison. Puis ça a créé en moi un gros dilemme que j'ai essayé de régler de plusieurs façons. Entre autres, prendre Genèse, des premiers passages, puis dire, peut-être que c'est des longues périodes de temps, puis que Dieu s'est servi de l'évolution. Ça m'a fait beaucoup de questionnements jusqu'à temps que je me plonge plus en profondeur dans la parole, dans le texte, dans les évidences scientifiques, pour me rendre compte que qu'est-ce que la Bible a dit, on peut la prendre pour ce qu'elle est, puis comme elle est écrite aussi. Dieu ne l'a pas écrit pour des gens qui avaient, il ne l'a pas laissé pour des gens qui avaient un bac en histoire de l'ancienne Mésopotamie, tout ça. Il a écrit ça pour des gens comme vous et moi qui pouvaient la comprendre. C'est pas un livre scientifique, c'est mais les faits qu'il présente sont toujours vrais, par contre. C'est là-dessus qu'on se base pour notre foi. Puis ce que j'ai remarqué, qui fait beaucoup plus de sens, c'est de prendre la Bible pour qu'est-ce qu'elle dit, puis interpréter le monde avec qu'est-ce que la Bible parle. Et ne pas prendre ce que le monde dit, puis après ça, essayer d'interpréter la Bible avec. C'est là qu'on fait la grande erreur. Puis ça, c'est un encouragement pour moi. J'ai poursuivi mes études, j'ai fait un bac en biochimie, c'est l'étude du chimie du vivant, là, les cellules, puis comment est-ce que l'ADN, le code génétique, les cellules vivent. J'ai étudié là-dedans, j'ai vraiment aimé beaucoup ça. Après ça, j'ai continué, mais plus spécifiquement fait une maîtrise au niveau du système immunitaire. Fait comment notre système immunitaire fonctionne, comment est-ce qu'on peut se défendre contre les organismes, les choses qui viennent de l'extérieur, qui veulent nous nuire, puis comment est-ce qu'on a été bien fait pour ça. Fait que j'ai étudié là-dedans. Par la suite, puis ça montre une chose, c'est pas parce qu'on croit à un créateur, puis on croit à la parole de Dieu qu'on peut pas être un scientifique. Amen. Les gens se font présenter ça comme deux choses complètement opposées qui peuvent pas se relier ensemble. Mais quand on pense, les plus grands scientifiques, c'est ceux qui ont, c'était les créationnistes, c'est ceux qui ont fait de la science moderne, des Louis Pasteur, des Boyle pour la chimie, Kepler pour la cosmologie, tout ça, c'était tous des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient en un design, puis ils voulaient voir dans ça le design que Dieu avait fait. C'est ça qui les intéressait, c'est ça qui les poussait à poursuivre leur étude. Ils voulaient voir la grandeur de Dieu dans qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Un autre grand scientifique, Isaac Newton, ça en est un autre parmi tant d'autres. Puis moi, ça m'a beaucoup, ça a changé ma façon de voir la parole, ça a changé ma façon de voir la science. Quand j'ai mis ma foi dans le texte comme il est, puis j'ai pas essayé de chercher ailleurs d'autres explications un peu ésotériques de comment les choses auraient pu arriver par hasard, comment à partir de rien tout pourrait être là, puis qu'après ça, avec le temps serait le héros, puis que le temps avait transformé toute chose. Quand Dieu nous dit qu'il a créé en 6 jours, quand Jésus reprend, il dit « N'avez-vous pas lu? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme », en parlant du mariage. Jésus ne se trompe pas, il dit que ça s'est fait au commencement. Selon la théorie de l'évolution, les hommes sont apparus dans la fin de l'histoire, quasiment quelques centaines de milliers d'années. Et on voit que ça ne se tient pas. Puis dans Romains 1, j'aimerais ça vous lire le verset 18 à 20, des passages que vous avez déjà peut-être vu, entendu souvent. Ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » On voit qu'il y a quelque chose qui met Dieu en colère. On va continuer notre lecture. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux. Dieu leur a rien fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Une des choses qui fâche Dieu, c'est qu'au travers de sa création, les gens ne le voient pas lui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que ça se voit à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Le design qu'on voit autour de nous autres nous pointe vers un designer, puis ça, c'est quelque chose qui devrait être évident. Puis ça fâche Dieu, les gens qui essayent de faire toutes sortes de théories, que les choses se seraient organisées à partir de rien, à partir d'une explosion de quelques milliards d'années.
pour avoir un jour l'être humain, un être humain qui adore son créateur, qui peut le connaître personnellement. Ça le fâche. Ça, c'est un point que je voulais qu'on regarde. Mais est-ce qu'on est capable d'abord de voir vraiment Dieu dans ses ouvrages et dans son design? C'est pour ça qu'on va regarder ensemble cette conférence-là, c'est 10 faits pour un créateur. Face à la question des origines, le débat qu'il y a, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion qu'il y a un créateur? Pour ça, on va regarder des définitions. On va commencer avec une définition. La première, c'est la science expérimentale. Parce que les gens disent que la science a démontré qu'on n'a pas besoin de Dieu, que les choses ont évolué avec le temps et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Quand on parle de science, souvent on parle on a dans notre tête quelqu'un avec un sarrau blanc, un médecin qui fait des expériences. C'est l'image qu'on a dans notre tête. Quelqu'un qui expérimente, qui fait des tests, qui découvre des choses, qui prouve des choses. C'est ce qu'on a. Mais la définition de la science expérimentale, ça ressemble un peu à ça. C'est un ensemble de connaissances, des faits qui obéissent à des lois ou qui sont vérifiés par une méthode expérimentale. C'est des connaissances qui nous viennent du fait qu'on a fait des tests. On l'a vérifié, on l'a testé. Ça, c'est ce qu'on entend par science. Maintenant, est-ce qu'on peut tester le Big Bang? Non, on ne peut pas tester le Big Bang. C'est arrivé une fois, il faut le croire, si on veut croire à l'évolution. Est-ce qu'on peut tester la vie apparaît à partir de quelque chose de pas vivant? Est-ce qu'on peut le tester? Non, ça non plus, on ne peut pas le tester, que la vie apparaît à partir de choses non vivantes. C'est pas quelque chose qu'on voit. Si on veut croire à l'évolution, il faut le croire que c'est arrivé une fois. Est-ce qu'on peut tester qu'un organisme simple, comme une bactérie, est capable de se transformer et devenir un homme avec des mutations? Est-ce qu'on est capable de tester ça, voir des ajouts génétiques, puis de voir qu'on est capable de transformer une espèce vivante en une autre en faisant des essais dans les laboratoires? Non, on ne peut pas le tester. Ça n'a jamais été testé. Ça va peut-être péter la bulle de quelqu'un, mais ça n'a jamais été fait, ça. Peut-être que vous pensez que ça a été fait, mais ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été testé. La méthode scientifique n'a jamais été utilisée pour ça. C'est quoi cette méthode-là? C'est qu'on fait des observations. Aujourd'hui, je suis capable d'observer que l'univers est là, que l'univers existe, que l'être humain est là. On le voit. Après ça, on se pose une question, comment est-ce que ça a pu arriver, ça? C'est là le problème. Comment est-ce que l'univers a pu apparaître? Là, on va poser des hypothèses. L'hypothèse qu'on pourrait avoir avec l'évolution, c'est qu'il y a eu une fluctuation quantique du vide. Ça, c'est ce qui est expliqué. C'est dur à comprendre, mais le vide ou le rien aurait fluctué, puis là, ça aurait fait cette explosion-là qui aurait créé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que ça, je peux tester cette hypothèse-là avec des expériences? Je ne pourrais jamais le tester avec des expériences. Je n'aurai pas non plus de conclusion. Je dois le croire. C'est un acte de foi que je dois faire dans ça. Est-ce que l'évolution, c'est quelque chose qu'on peut voir scientifiquement avec des expériences, comme le monsieur en sarrau blanc va faire? Mais la réponse, c'est non. Qu'est-ce qu'on fait pour parler d'évolution? C'est qu'on parle de science historique. C'est qu'on va interpréter des faits basés sur des idées préconçues qu'on a. On va regarder les faits, on regarde tous le même univers. On regarde l'homme, on regarde la vie, on regarde toutes les mêmes évidences, les mêmes faits, mais on les interprète sur des idées préconçues qu'on a. Si moi, je crois en la parole de Dieu, mon idée préconçue, c'est que la parole de Dieu est vraie, donc c'est Dieu qui le fait. Si j'ai rejeté Dieu de l'équation parce que je ne veux pas de compte à rendre à personne, mais là, il faut que je me trouve une autre idée préconçue. L'idée-là, ça va être que le hasard et le temps, ou les fluctuations dans le vide quantique, vont avoir créé toute chose. L'exemple que je mets là, c'est des couches géologiques, où les couches de sédiments se sont déposées les unes par-dessus les autres. On peut voir la différence de couleur parce que le type de sédiment a changé. Si je crois à l'évolution, ces couches-là se sont déposées de façon plate pendant des millions d'années, puis après ça, une autre couche est retombée par-dessus sans qu'il y ait d'érosion, pas rien. Ça a été fait, puis une autre couche, puis une autre couche, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. Si je crois à la parole de Dieu, ça s'est fait rapidement lors du déluge de Noé, parce que tous les sédiments, la terre a été brassée, complètement transformée, ça s'est trié, ça s'est tout fait dans l'eau par la sédimentation, ça s'est déposé les couches une par-dessus l'autre. C'est pour ça que je peux expliquer les couches plates une par-dessus l'autre sans qu'il y ait d'érosion sur des millions d'années. Ça s'est fait très, très rapidement. On voit que c'est les mêmes faits, on regarde les mêmes roches, mais on interprète de façon complètement différente. J'aimerais ça vous donner une citation. M. Richard Lewontin, puis lui, c'est un évolutionniste, il ne veut pas croire en Dieu, il est athée aussi.
pour bien comprendre la lutte entre la science et le surnaturel. Le surnaturel, ça pourrait être le créationniste, quelqu'un qui croit que Dieu a créé. Nous devons reconnaître que nous acceptons volontiers des affirmations scientifiques contraires au gros bon sens. Il dit, dans ce débat-là, il faut accepter des choses contraires au gros bon sens. Par exemple, que l'univers existe à partir de rien. Il n'y avait rien, puis aujourd'hui, il y a tout. Ça, c'est contraire au gros bon sens. Hein? Tout ceci parce que nous avons un engagement préalable envers le matérialisme. Le matérialisme, c'est un peu la religion de l'évolution, où ce que toute chose doit s'expliquer en termes de matière, de temps et de chance. Tout doit s'expliquer de cette façon-là parce qu'on a éliminé Dieu. On ne peut pas avoir de surnaturel. Ça, c'est mis de côté. C'est la religion de l'évolution un petit peu. Ils ont un engagement envers ça. Ils ne peuvent pas déroger de ça. Puis la raison, c'est de plus, ce matérialisme est absolu. Pour eux, c'est un absolu, car nous ne pouvons pas permettre l'intrusion d'un pied divin sur le seuil de notre porte. Ils ont déjà rejeté Dieu en partant. Le matérialisme, tout ce qu'il y a, puis c'est tout ce qui peut exister pour expliquer les choses. Pourtant, une des définitions de la science, c'est la recherche de la vérité. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Mais cette vérité-là de Dieu est déjà exclue. On ne peut pas rechercher ça. Ça ne peut pas être vrai, puis c'est mis de côté. Donc, on voit un petit peu le background en arrière de la théorie de l'évolution de la pensée. Donc, on va regarder 10 arguments, puis on va se poser la question, quand on regarde à ça, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Qu'il y ait un créateur ou que c'est la chance avec le temps, le hasard qui agit sur la matière qui a pu faire ces choses-là? Le premier, c'est la biogenèse. La biogenèse, c'est un bien grand mot, je vais vous l'expliquer. C'est tout, en fait, je vais vous lire un petit peu, c'est une théorie, même on pourrait dire une loi, qui en latin se dit omni vivum ex vivo, c'est d'après laquelle un être vivant ne peut provenir que d'un autre être vivant. Ça, c'est quelque chose qu'on teste à tous les jours depuis que les êtres humains sont là pour pouvoir tester des choses et expérimenter des choses. Une bactérie, ça vient toujours d'une bactérie. Une baleine bleue vient toujours d'une baleine bleue. Un être humain vient toujours d'un être humain. Il n'y a jamais quelque chose de vivant qui apparaît sur cette terre présentement sans qu'il vienne d'une autre chose de vivant. Donc, la vie vient toujours de la vie. Ça, c'est ce qu'on croit présentement, puis ce qui est connu, là, puis accepté par tous. Il n'y a pas personne qui peut lever la main et dire non, c'est pas vrai, on n'a jamais vu ça expérimentalement. On n'a jamais vu le contraire. Pourtant, pendant des années, les gens croyaient à la génération spontanée, même Darwin. Darwin, quand il a écrit son livre en 1859, il disait que la vie était apparue dans un étang avec un bouillon de produits chimiques. Là, ces affaires-là se seraient mélangées, puis là, la vie serait apparue. Parce que pour Darwin, la vie était très simple. Il ne connaissait pas, lui, il n'avait pas vu le microscope, il n'avait pas vu les bactéries, il n'avait pas fait de test d'ADN, il n'avait pas vu comment est-ce que l'ADN se réplique avec les protéines, puis tout ça pour faire un être vivant comme une bactérie ou un être humain. Il n'avait aucune conscience de ça. Lui, il croyait que ça pouvait être simple, la vie pouvait apparaître un peu n'importe quand, dans le temps, même encore aujourd'hui. Puis les gens, il y avait encore la superstition que si tu laisses de la viande sur le comptoir, ça te fait apparaître des mouches. Ou parce qu'ils ne se rendaient pas compte que c'est parce que les mouches n'épondent des œufs. Là, ces œufs-là, ils éclosent, ils éclatent, puis après ça fait des petites mouches. Fait que les gens, c'était la notion populaire que la génération spontanée pouvait exister. Là, pourquoi j'ai mis Louis Pasteur? Parce que Louis Pasteur, dans la même année que Darwin a publié son livre, il a fait une expérience qui a prouvé que la vie ne pouvait pas apparaître par elle-même. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris un flacon, il a fait un bouillon de bœuf à l'intérieur de ce flacon-là. Fait que tous les éléments nutritifs nécessaires pour que la vie existe étaient dans le flacon. Il l'a fait bouillir. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça tue toute vie possible, ça l'élimine tout. Tous les nutriments restent là, mais il n'y a plus de vie possible. Puis son flacon, si vous voyez, il y a comme un col. Hein? Puis dans le col, il y a mis de l'eau. Fait que quand il y a de l'eau là-dedans, ça l'empêche l'air ou l'extérieur de rentrer en contact avec ce qu'il y a dans le flacon. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait bouillir, puis après ça, il a cassé son col, puis il l'a laissé avec le temps. Avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, il y a eu de la contamination, la vie est apparue dans son flacon, il s'est contaminé, il y avait des bactéries, ça sentait pas bon, les moisissures. Il a fait la même expérience, mais il a laissé le col là, fait qu'il n'y avait pas aucune chance que des spores ou des choses viennent de l'air dans son bouillon, puis après plusieurs mois, des années, le bouillon est resté stérile. On fait la même chose avec nos conserves.
ceux qui font des conserves, là, vous capez vos conserves, là, il y a tout pour que ça soit vivant là-dedans. Hein, votre maïs, votre poulet, vos affaires, tout est là. Un bon bouillon pour que la moisissure pogne, puis tout ça, si vous le laisseriez sur le comptoir. Et là, quand vous le stérilisez puis vous le capez comme il faut, il n'y a plus de contact avec l'extérieur, bien, ça va rester stérile parce que la vie vient de la vie. Pour qu'il y ait de la vie qui apparaisse, il faudrait que quelque chose rentre à l'intérieur pour que ça puisse reporter. Fait que là, la question que je vous pose, maintenant qu'on connaît ça, la vie vient toujours de la vie. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Que la vie soit un jour apparue par elle-même, par hasard, ou que ça prend quelqu'un de vivant pour la créer, cette vie-là, ou de la faire? Amen. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? On a les mêmes faits devant les yeux. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens qu'un créateur ait créé cette vie-là, complexe, dans toute sa complexité, dans son design. Ça, c'est un premier argument qu'on peut avoir. Le deuxième argument, c'est un argument de probabilité, de mathématiques. Là, je vais vous le montrer. Selon la théorie de l'évolution, l'univers existe depuis 10 à la 17 secondes. Fait que ça, c'est le nombre de secondes que l'univers existe en bas. 1 avec 17 zéros qui suivent. Ça, ce serait le temps, selon la théorie de l'évolution, que l'univers existe. Maintenant, le nombre d'atomes sur la planète Terre. Fait que si on prend toute la planète Terre et on la divise toutes en les plus petites particules qu'on peut avoir, donc, il y en a des plus petites, là, mais des très petites atomes, on a 10 à la 50. Fait que ça, c'est le nombre d'atomes qu'on a sur notre planète. À chaque fois qu'on rajoute un zéro, on fait x10, fait que ça devient immense. Fait qu'on a un nombre d'atomes immense sur notre planète. Qu'est-ce qui a été estimé pour le nombre d'atomes dans l'univers? C'est 10 à la 80. Ça s'en vient un vraiment gros chiffre. Maintenant, les chances de former une protéine de 150 acides aminés, ça c'est les constituants de la protéine, une série de 150, pour avoir une protéine fonctionnelle qui va être utile pour un être vivant, c'est de 10 à la 164. Ça prend au moins 2000 protéines, de types de protéines différentes pour qu'un être vivant puisse exister. Donc là, ça s'en vient un petit peu beaucoup. Là, une protéine, c'est pas vivant en passant. Une protéine, ça ne se reproduit pas par elle-même, ça ne fait pas rien. C'est là pour avoir une utilité, mais en soi, ça ne va pas s'auto-produire. Maintenant, la chance que la vie soit apparue par hasard, là, ça veut dire l'ensemble des protéines nécessaires, les membranes pour la cytoplasme, l'ADN, tout ça. Là, maintenant, on tombe à 1 à la 40 000. Je n'ai pas assez de place pour mettre le nombre de zéros. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Puis j'ai cherché plusieurs évaluations, puis j'ai pris la plus conservatrice. La plus conservatrice. Là. Fait qu'il y en a qui sont beaucoup plus grandes que ça. Ça, c'était un homme, Sir Fred Hoyle. Puis il a dit la vie ne peut avoir commencé par hasard. C'est un scientifique qui a gagné, je pense qu'il a été nobelisé un prix Nobel, cet homme-là. Le problème, c'est qu'il y a environ 2000 enzymes et la chance de les obtenir toutes dans un essai aléatoire est seulement de 1 sur 10 à la 40 000. Une probabilité tellement petite qu'elle ne pourrait pas se réaliser même si l'univers entier était une soupe organique. Fait que même si tout notre univers, on la transformerait en molécules nécessaires à la vie, là, puis on la brasse tout le temps, mais la vie n'apparaîtra pas. C'est ça qui est à prédire. Un autre exemple qu'il a donné dans son livre, il a dit, c'est comme si on prendrait, vous vous souvenez comment il y avait d'atomes sur la planète Terre, 10 avec 50, et ça, si on les transformait en atomes, on lui en êtres humains, mais aveugles, puis on leur donnait un cube Rubik. On les met tous côte à côte, là, 10 avec 50 zéros êtres humains, puis on leur donne un cube Rubik, les gens sont aveugles, puis là, les brasses, puis c'est la chance que tous ces gens-là arrivent en même temps à résoudre le cube Rubik. Ça, c'est la chance de 10 à la 40 000. Wow. Juste pour vous imaginer un petit peu. C'est comme si on remplirait notre système solaire de personnes qui brassent leur cube Rubik, les yeux fermés, puis là, tout d'un coup, pouf, tout le monde a la solution. Fait que les probabilités sont pas là pour la vie. Fait que là, on se pose une question quand on voit ces choses-là, avec ces chiffres-là, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Que la vie soit vraiment apparue par hasard, par la chance? Parce que selon l'évolution, là, il n'y a pas de nécessité qu'il y ait de la vie. Pourquoi qu'il y ait de la vie? Il pourrait aussi ne pas avoir de vie. C'est pas une obligation qu'il naît. C'est vraiment la chance qui agit. Est-ce que ça fait le plus de sens, 10 à la 40 000, que ça soit arrivé, ou qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui l'a fait, cette vie-là, qui l'a créé, la vie? Hein? Fait que là, pour moi, ça me prend beaucoup moins de foi croire que quelqu'un d'intelligent l'a fait, que de croire que ça aurait pu arriver par chance et par hasard.
C'est où est-ce qu'on va vouloir mettre notre foi. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est, là, je tombe dans une partie de l'ADN, c'est ce que j'ai étudié beaucoup. L'ADN, c'est de l'information. Notre code génétique, ils appellent ça un code. C'est codé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans chacune de nos cellules. Chacune des cellules de tous les êtres vivants qu'il y a sur la Terre ont cette forme d'information-là dans leur ADN. Si on prend une cellule humaine, j'en ai un avec 13 zéros en arrière, j'en prends une de ces cellules-là, puis je le regarde, là, mais j'ai l'équivalent de 500 livres, de 800 pages d'informations à l'intérieur. Ça, c'est une façon très simple de présenter les choses, de l'illustrer très simplement, parce qu'en fait, une cellule, ça ressemble beaucoup plus à on pourrait dire un réseau informatique complet. Parce que tu as le software qui est le programme, mais tu as aussi tous les éléments nécessaires, qui est le hardware autour, qui sont là dans la cellule. C'est beaucoup plus à ça que ça ressemble. Puis de l'ADN en soi, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de le traduire. C'est un code. Hein? C'est comme si je vous donne un livre en russe, écrit en russe. Moi, je ne connais pas le russe. Si quelqu'un me donne ça, ça va me servir absolument à rien. Mais l'ADN, c'est la même chose. C'est de l'information, mais il faut que quelqu'un soit capable de le traduire, le décortiquer, trouver c'est quoi la clé pour pouvoir le lire, pour pouvoir l'appliquer. Mais c'est la même chose. Le code, il n'y a pas de fonction s'il n'est pas traduit. Puis pour le traduire, ça prend 50 molécules vraiment très complexes qui elles-mêmes sont codées dans l'ADN. Vous voyez un petit peu l'idée de l'œuf et la poule. Hein? Je me ramasse avec beaucoup d'informations, mais pour traduire cette information-là, ça me prend des petites machines. Ces machines-là, ils sont dans l'information. Qu'est-ce qui arrive un avant l'autre? Si on continue avec ça, cet homme-là s'appelle Paul Davis, c'est le directeur du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fait l'intelligence là-dedans? Mais cet homme-là, c'est le directeur de. On voit les grosses coupoles, ils regardent dans l'espace, puis ils veulent trouver de la vie dans l'espace, ou de l'intelligence dans l'espace. Puis là, ils écoutent s'il va y avoir des sons électromagnétiques qui vont être envoyés vers la Terre, un code. S'il y avait un code, un genre de code Morse, quelque chose qui se répète, là, il dirait « Ah, il y a de l'intelligence dans l'univers. » Pourquoi qu'il sait ça? Parce qu'on reçoit de l'information de l'extérieur. Eux, ils cherchent ça, puis ils dépensent des millions et des milliards pour chercher la vie ou l'intelligence dans l'univers. Mais quand on regarde dans une cellule d'ADN, ça serait apparu tout seul. Ça, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la chance. Fait qu'on voit un peu le disconnect. Mais qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là? Ça, c'est très important, puis il ne réalise pas le poids de ce qu'il a dit. Il a dit « Aucune loi physique n'est capable de créer de l'information à partir de rien. » Ça n'existe pas de l'information qui apparaît à partir de rien. Mais maintenant, tout ce qui vit aujourd'hui, c'est de l'information, c'est de l'ADN, c'est de l'information hyper concentrée. Puis lui, il gaspille des milliards à essayer de trouver une petite affaire dans l'univers. On s'entend, il entendrait SOS, puis il dirait « Oh, il y a de l'intelligence dans l'univers, qui ont besoin d'aide. Hein? » Puis il aurait juste reçu 3 petites lettres d'information. Là, on a des milliards de lettres qui sont accumulées dans l'ADN, qui produisent des êtres vivants, mais ça a apparu par hasard. Donc, je vous ramène à la même question. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Toute l'information qui existe dans l'être vivant, la complexité, est-ce que ça fait plus de sens que ça soit apparu par hasard dans le temps ou qu'il y ait quelqu'un d'intelligent qui l'a fait? Hein? C'est quoi qui fait le plus de sens? Moi, je trouve qu'un créateur intelligent, tout-puissant, qui connaît tout, omniscient, est capable de faire ces choses-là. Le hasard ne produit pas ça. Simplement, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce qui vous demande le plus de foi à croire que l'information est arrivée tout seul, que l'information a été mise là par un créateur? Où est-ce qu'on veut mettre notre foi? Maintenant, il y a des choses complexes dans la vie qu'on ne peut pas rendre moins complexes. Je vais vous donner un petit exemple. Hein? Une trappe à souris ou une trappe à rat. Là, vous allez me dire, c'est pas bien complexe. Non, je suis assez d'accord. C'est très simple, mais est-ce que je peux enlever un élément de la trappe sans que je vais faire que la trappe ne soit plus fonctionnelle? Hein? Si j'en enlève un élément, je viens de briser ma trappe, elle ne devient plus fonctionnelle. Peut-être le carré rouge, l'imprimé, d'accord, on pourrait juste avoir une planche de bois, puis ça serait encore fonctionnel. Je pourrais enlever le beurre de pinot, là, par exemple, les chances que la souris aille sur la trappe par elle-même pour le fun, pour aller voir c'est quoi, ça réduit un petit peu, mais quand même la fonction. On ne peut pas rien enlever sans que tout soit, ça ne sert plus à rien. Mais la vie,
La vie, c'est comme ça aussi. La vie, aujourd'hui, dans nos cellules, on a plein de petites machines qui sont hyper complexes, mais qu'on ne peut pas enlever un morceau sans que tout arrête de fonctionner. Je vais vous donner un exemple d'une animation qui a... Ça, c'est à l'intérieur de la cellule. Fait qu'on est à l'intérieur d'une cellule. Là, à l'intérieur de la cellule, on rentre dans un organisme qui s'appelle la mitochondrie. Ça, c'est notre centrale d'énergie. C'est ça, dans nos cellules, qui fait toute notre énergie pour qu'on puisse être vivant aujourd'hui. Là, à la surface de cette membrane-là, qui est la mitochondrie, on va voir une petite machine. Cette petite machine-là, elle s'appelle l'ATP synthase. Ça, il y en a des milliards là, dans votre corps présentement, parce que vous êtes vivant et vous êtes là. Cette machine-là, elle tourne. C'est un petit moteur qui tourne, qui est composé de 10 à 15 sous-unités différentes. Puis si on en enlève une, mais le moteur ne marche pas. Si le moteur ne marche pas, ben on ne produit pas d'énergie et on meurt. Fait que, on a besoin de toutes les unités-là pour que n'importe quel être vivant qui existe aujourd'hui sur la planète Terre, qu'on parle d'une bactérie ou d'une baleine bleue, puisse vivre. Ils ont besoin de ce petit moteur-là. Le petit moteur, il pompe des protons dans la cellule, puis les fait rentrer à l'intérieur de la mitochondrie. Fait que ça fait tourner son moteur. C'est comme un peu un moulin à eau, on pourrait dire, sauf que c'est en miniature. Puis là, ça va faire bouger. On voit ici, là j'ai un terme en anglais, mais c'est un peu un drive shaft qui bouge. Là, ça va faire, il y a une petite bombe qui va faire ouvrir les unités. Un cam, c'est ça. Puis là, ça va faire ouvrir, puis là, ça va produire comme ça l'énergie. Ça, c'est une des centaines de machines qu'on a à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est un exemple. Là, cette petite machine-là, elle va produire notre énergie, l'ATP qui s'appelle, puis on va pouvoir vivre aujourd'hui. C'est comme notre gaz, à nous autres, c'est notre essence dans nos cellules. On est capable de mettre ces petits moteurs-là, on serait capable d'en mettre 100 000 sur 1 mm, 1/8 de pouce, là, pour ceux qui sont en métrique, on est capable d'en mettre 100 000. Fait que c'est très, très, très petit. Ça tourne à 7000 tours minute. Fait que ça a quand même une bonne vitesse. C'est capable de freiner ou ralentir selon les besoins. Fait que ça, on en a plein dans toutes nos cellules aujourd'hui pour être vivant. Maintenant, est-ce que je suis capable d'enlever un morceau et que ça existe encore? Je ne suis pas capable d'enlever un morceau et que la vie existe encore tout court. Fait que donc, ça prend tous les morceaux en même temps pour que ça soit fonctionnel. La question que je vous pose, c'est quoi les chances que tous les morceaux soient arrivés en même temps dans la première cellule vivante qui est apparue selon l'évolution, qui était toute fonctionnelle, tout à la bonne place, et que ça marche pour qu'il y ait l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner, puis se reproduire, puis se protéger dans son environnement, puis vivre. Hein? C'est quoi qui fait le plus de sens? Que tout est arrivé en même temps, bien conçu, bien fait, ou qu'avec le temps, ben, les petits morceaux s'ajoutaient, mais ils ne servaient à rien parce qu'il n'y avait pas de vie. Là, tout d'un coup, un bon nez, hop, il y a eu de la vie, puis là, ça donne bien, on a ça en même temps. T'sais. C'est à nous autres à réfléchir, c'est dans quoi qu'on veut mettre notre foi, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Le cinquième, c'est les mutations. Selon l'évolution, les mutations, c'est ça qui est le moteur de l'évolution. On avait quelque chose de très simple comme une bactérie. Là, il y a eu plusieurs mutations, ça s'est complexifié, puis c'est devenu comme des crustacés, on va dire. Là, il y a eu plusieurs mutations dans les crustacés, qui étaient des mutations favorables. Là, les crustacés sont devenus des poissons. Là, il y a eu plusieurs mutations dans les poissons, se sont complexifiés un petit peu plus encore. Là, sont devenus des êtres qui sont capables de vivre dans l'eau et dans la terre, les amphibiens. Puis après ça, il y a eu d'autres mutations, se sont complexifiées, puis c'est devenu des reptiles. Puis après ça, avec le temps, il y a eu d'autres mutations, puis les mutations, c'est nos amis, on est contents, puis c'est devenu un jour des oiseaux ou des mammifères. Là, tu as des mammifères qui ont décidé de retourner dans l'eau, comme les baleines. Ça, c'est un exemple. Là, ça s'est toujours complexifié, beaucoup d'ajouts pour arriver à des primates. Là, après ça, les primates se sont complexifiés et sont arrivés à les êtres humains, à l'homme. Puis encore plus complexe que l'homme, la femme. Le chaînon ultime de l'évolution. C'était juste une blague. Mais vous voyez, selon l'évolution, les mutations sont nos amis. On ne peut pas se passer des mutations. Sans mutation, l'être humain n'est pas là. Puis on est parti d'une bactérie, puis les mutations, c'est favorable. Maintenant, ce qu'on connaît aujourd'hui des mutations. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai un tricycle. Si vous voulez acheter un tricycle à un petit enfant, vous allez au Canadian Tire, vous achetez le tricycle, vous recevez ça dans une boîte. Avec une page d'instruction, vous êtes capable de construire le tricycle. L'ADN, c'est un peu le livre d'instruction. Là, ici, j'ai de l'ADN pour faire un tricycle. Mais là, je vais faire des mutations à ça.
Fait que je prendrais mon cahier de tricycle, j'enlève des lettres, je change une photo. C'est ça des mutations, c'est je change des instructions à l'intérieur. Puis avec le temps, ben, beaucoup d'erreurs dans mon manuel d'instruction, puis beaucoup de temps. Mais j'arrive avec plusieurs tomes puis manuels, puis je fais une station spatiale qui orbite dans l'espace, qui se régule, qui gère son énergie elle-même. Vous voyez un petit peu, c'est ça les mutations qu'on était prêts à faire croire aux gens. C'est que les mutations ont été favorables au point que les organismes sont partis de quelque chose de très simple à quelque chose de très compliqué. Est-ce que ça fait du sens, ça? Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Est-ce que, en changeant des instructions dans mon manuel de tricycle, je peux penser un jour arriver à faire une station spatiale? Je crois que non, hein? On est juste la logique un petit peu, puis quand on y réfléchit, on se rend compte de l'impossibilité qu'il y a en arrière de ça. Puis en passant à une bactérie, en soi, c'est plus compliqué qu'une station spatiale. Mon exemple est très... c'est juste pour illustrer, mais même une simple bactérie, le vivant le plus simple qui existe, qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe qu'une station spatiale. La station spatiale dans l'espace ne va pas se reproduire, elle ne fera pas un bébé station spatiale. Une bactérie, elle va se reproduire, elle va s'ajuster dans son milieu, va se déplacer selon les conditions. Hein? La station spatiale est là où tu l'as mis, puis il faut qu'elle suive ce qui est en ordre, elle ne pourra jamais bouger. Mais maintenant, il faut croire, si on veut croire à l'évolution, que les mutations, c'est nos amis. C'est ça qui est arrivé un jour, que les bactéries sont arrivées à des êtres humains. Mais pourquoi ça ne fait pas de sens? Je vais continuer avec un autre qui s'appelle l'entropie génétique. Là, c'est un grand terme. Je comprends que vous avez peut-être un petit peu de misère, mais je vais l'illustrer, je pense que ça va être facile à suivre. L'entropie génétique, c'est qu'avec le temps, si on n'injecte pas d'énergie de façon dirigée dans un système, il va se dégrader. Avec le temps, tout se dégrade. Là, j'ai une belle coccinelle, mon amour de coccinelle. Avec le temps, si je ne fais pas attention, si je ne la lave pas, si je ne fais pas de changement d'huile, si je ne mets pas de l'essence dedans, mais voici ce qu'elle va ressembler, la coccinelle. Hein, elle va se dégrader, puis elle va se corrompre avec le temps. Puis c'est ça pour tout ce qui existe dans l'univers. Même l'univers, présentement, avec le temps, se dégrade. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on est capable de diriger l'énergie de façon correcte pour pouvoir garder son véhicule le plus longtemps possible. On met de l'énergie dedans, mais on ne met pas... Un exemple que je pourrais vous donner, un bâton de dynamite, c'est beaucoup d'énergie, mais si je mets un bâton de dynamite dans mon auto, je ne vais pas la rendre mieux ou la garder mieux. Il faut que ce soit de l'énergie bien dirigée. Comme quand je mets de l'essence dans mon moteur à essence, le moteur brûle, mais il fait bouger des parties dans la voiture, puis la voiture bouge. C'est ça, je dirige l'énergie. Hein? Mais si on prend cet exemple-là, puis on l'applique aux êtres vivants, ou même à l'être humain, mais présentement, les êtres humains, comme population, comme race, comme on a été créés par Dieu, l'être humain, mais on a 3 mutations à chaque division cellulaire. Fait à chaque fois que mes cellules se divisent, j'ai 3 mutations qui arrivent. Les mutations, est-ce qui nous aident ou est-ce qu'ils vont nous nuire selon vous? Hein, les mutations nous nuisent. Fait que ça, c'est ça qui cause entre autres le vieillissement. C'est ça qui cause qu'on plisse, puis on plie, puis nos cheveux changent, puis on a des maladies. Tout ça, c'est les mutations qu'on a dans nos cellules. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des mutations, quand on a une cellule se divise, on a des mutations. Quand on a des enfants, comme moi j'ai eu 2 garçons, merci Seigneur, content pour ça, mais je leur ai passé 100 mutations via mon spermatozoïde puis l'ovule de ma femme. On leur a passé 100 mutations à eux. Des mutations qui sont soit neutres ou malheureusement défavorables. C'est ce qu'on se rend compte avec le temps. Hein? Fait que, présentement, il y a environ 3% de naissances où les enfants ont des maladies génétiques. Des fois, c'est plus ou moins grave, puis plus ou moins évident. D'autres fois, c'est pire. Mais 3% présentement. Puis avec le temps, est-ce que vous pensez que ça s'améliore? Non, hein? Ils ont fait des analyses d'ADN qui ont trouvé que c'est des gens décédés. Ils ont fait des analyses de leur ADN. Ils se rendent compte que l'ADN des gens avant était mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Hein? On répertorie au moins 7000 maladies génétiques. Il y a beaucoup de maladies génétiques qui sont tellement rares qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, que c'est un minimum 7000. Et avec le temps, ce nombre-là augmente. Ici, c'est un généticien de population qui ne croit pas à la création, en passant. Et voici ce qu'il a dit. Bien qu'il y ait une incertitude considérable sur les chiffres précédents, il est difficile d'échapper à la conclusion qu'en comparaison aux générations précédentes, il y a une réduction de l'adaptabilité due aux mutations récurrentes d'au moins 1% chez l'homme et peut-être aussi élevé que 5%.
Qu'est-ce qu'il est après dire, lui? C'est qu'avec le temps, là, si on se compare avec les gens avant, vu qu'on accumule les mutations, on est de moins en moins capable de s'adapter. Puis ça, c'est l'être humain, mais pourquoi ce serait différent pour le guépard aujourd'hui? Pourquoi ce serait différent pour n'importe quel être qui se reproduit et qui subit les mêmes mutations que nous? En fait, tout le vivant dans l'univers subit la même chose à une plus ou moins grande vitesse. Fait que, avec le temps, est-ce qu'on est après s'améliorer? Est-ce qu'on est après passer d'une bactérie puis développer des nouvelles capacités pour un jour devenir un être humain? Ou avec le temps, les choses qui avaient été faites parfaites sont après se dégrader? Oui. Puis là, ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ce que les scientifiques comme cet homme-là, ce généticien de population-là, observent. Ils se rendent compte qu'avec le temps, les choses se dégradent. La fertilité humaine est de moins en moins grande. Ça, c'est un des exemples qu'on a, puis c'est documenté. Maintenant, je vous pose la question. Face à ça, l'entropie génétique, où est-ce que les choses se dégradent avec le temps, est-ce que ça fait plus de sens que Dieu avait créé toutes choses parfaites, très bonnes, puis depuis ce temps-là, après le péché, les choses ont commencé à se dégrader, ou il y a eu une explosion, puis depuis ce temps-là, les choses s'améliorent, puis les mutations arrivent, puis là, on part d'une bactérie à un être humain. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Où est-ce que je vais mettre ma foi? Dans lequel je vais pouvoir mettre ma foi? Moi, je pense que ça fait beaucoup plus de sens, puis c'est directement en lien avec ce que la parole enseigne. Que Dieu avait créé toutes choses parfaites, puis depuis ce temps-là, depuis que le péché est entré dans le monde, les choses se dégradent, puis la mort est rentrée dans le monde, ça l'affecte tout, ça affecte la création soupire, puis attend la rédemption, le jour où que tout va changer. Amen. C'est là-dedans que je veux mettre plus ma foi. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais il y a la sélection naturelle qui fait qu'on va sélectionner ce qui est le mieux adapté, puis là, on va toujours, comme ça, pouvoir s'améliorer. Est-ce que c'est vraiment le cas? Voici ce qu'on voit. La sélection naturelle, c'est les individus les plus aptes à survivre et se reproduisent. Ainsi, ils donnent leurs traits héréditaires à la génération suivante. Puis, la meilleure façon que j'ai eue de l'illustrer, c'est avec ce que Darwin lui-même a vu quand il allait sur les îles Galapagos. Là, il voyait des pinsons, puis il regardait leur bec. Puis il disait, selon les îles, selon le type de nourriture, le bec change. Fait que les oiseaux évoluent. C'est ce qu'il avait conclu, lui. Et si on prend un papa pinson et une maman pinson qui ont un bec moyen, là, j'ai un gros B, là, c'est comme dans tes gènes pour un gros bec, puis un petit B, c'est pour un petit bec. Là, les deux ont des becs moyens. Puis là, ils se reproduisent, ils ont des enfants. On va dire qu'ils en ont 4. Ben, il y a une chance sur 4 que un premier va avoir hérité du gros bec de son père et du gros bec de sa mère. Fait que lui, il va avoir un gros bec. Hein? Ça, on peut voir ça même dans les êtres humains. On voit qu'on des fois, on leur ressemble un peu à notre père, à notre mère. Des fois, on est un mélange. Des fois, on est plus un, plus l'autre. Mais c'est un peu ce qui se passe. Il va y avoir 1 sur 2 ou 2 sur 4, dans le fond, qui vont ressembler à leurs parents. Qui vont avoir hérité du gros bec de un et du petit bec de l'autre, mais qui vont avoir des becs moyens. Puis il va y avoir un autre enfant dans la famille qui, lui, va avoir hérité du petit bec du papa et du petit bec de la maman, qui va avoir un tout petit bec. Là, sur cette île-là, heureuse, où que les pinsons vont, il y a une grosse sécheresse. Puis là, il ne reste plus de petits insectes à manger, ils sont morts. Il ne reste plus de fruits à manger, il reste juste des gros noix dures. Il faut que tu casses l'écaille. Qui va survivre dans cet environnement-là? Qui va être le plus adapté pour survivre? Les gros becs. Le gros bec, hein? Fait que, après une période de temps assez courte, parce que c'était essentiel de se nourrir, mais les seuls qui vont rester, c'est ceux qui ont le gène pour faire des gros becs. Maintenant, ça, c'est de la sélection naturelle à l'état pur. Qu'est-ce qu'on a créé là-dedans? Est-ce qu'on a créé quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on a perdu quelque chose? Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la capacité d'avoir un petit bec. Et la sélection naturelle, c'est ça que ça fait. Ça me dit, ça sélectionne ce qui existe déjà. Fait que ça ne crée rien de nouveau. Ça sélectionne ce qui existe au détriment de d'autres choses qui existent. Fait que tu élimines certaines choses et tu sélectionnes de plus en plus. Fait que tu ne vas jamais créer de la diversité augmentée. Avec ça, tu vas finir par perdre plutôt la diversité. Fait que ça ne t'aidera pas de partir d'une bactérie et de devenir un être humain. Les gens qui croient à la création comme moi, je crois que la sélection naturelle, ça existe. Puis oui, c'est un processus qui est là, qu'on voit, qu'on observe. Mais ça ne nous fait pas, ça ne crée rien de nouveau. C'est très important de ne pas perdre ça de vue. Ça, c'est une citation d'un évolutionniste. Il a dit, le point n'est pas qu'un organisme peut être modifié et affiné par la sélection naturelle, mais que ce n'est pas la voie pour produire une nouvelle espèce, de nouvelles classes et de nouveaux phyloges. Fait que même eux le disent, la sélection naturelle, c'est pas ça qui crée quelque chose de nouveau. Mais pourtant, il a fallu qu'il y en ait des millions d'affaires nouvelles qui soient créées si on veut un jour partir d'une bactérie à un être humain.
Maintenant, les formes transitoires, souvent, ça va être apporté, ils vont dire, voici, on voit la forme de transition entre une espèce vers une autre. Ces formes-là, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont dans le genre que Dieu, la famille que Dieu a créée. Ils se sont diversifiés, mais ils ont toujours resté dans la même famille. Puis c'est jamais quelque chose de complètement nouveau qui est apparu. Puis ça, c'est intéressant. Voici, ça c'est Darwin lui-même qui avait dit ça par rapport à sa théorie. La géologie ne révèle certainement pas une chaîne organique aussi finement graduée, et cela peut être l'objection la plus évidente et la plus sérieuse qui puisse être invoquée contre ma théorie. Je crois que l'explication réside dans l'imperfection extrême du registre géologique. Là, lui disait, on ne voit pas les formes transitoires, on ne voit pas les transits entre une espèce et une autre, là, vraiment. Mais je pense que c'est juste parce qu'on n'a pas découvert assez de fossiles. Donc là, on se retrouve 160 ans plus tard. Est-ce que vous pensez qu'on a plus trouvé? Hein? Est-ce qu'on a trouvé maintenant les formes transitoires? Non. Pas vraiment. Voici une citation d'un homme en 2009 qui lui aussi, c'est un évolutionniste. Il a dit « Un type d'écart est lié à l'existence d'organes de perfection extrême comme l'œil ou des innovations morphologiques telles que les ailes. Celles-ci se trouvent entièrement formées dans nos organismes modernes et pourtant n'ont pas laissé de traces de la révolution. » Que les yeux, entre autres, les yeux dans différentes espèces sont différents. À chaque fois, les voient entièrement formés, fonctionnels, quand ils trouvent des fossiles. Les ailes, même chose. Il n'y a pas de transit ou de choses entre les deux. Ou s'il y a des transits, les transits étaient. En fait, il y avait d'autres fonctions complètement différentes. C'était des pattes, c'était pas des ailes. C'était un exemple comme ça. Si on poursuit, une autre catégorie d'écart consiste dans le fait que les espèces ainsi que les taxons hiérarchiques supérieurs, ça c'est les grandes familles, sont souvent séparées par des intervalles sans qu'aucune preuve de transition entre eux. Il disait, entre les grandes familles, entre les amphibiens et les reptiles, il y a des gros écarts, mais il n'y a pas de transition entre eux autres. Entre le poisson et l'amphibien, il n'y a pas de transition. Entre le reptile et l'oiseau, il n'y a pas vraiment de transition. On peut faire des dessins et les mettre un côté de l'autre, mais ça ne répond pas à nos questions. Hein? Ça n'existe pas. Un exemple, pendant longtemps qu'on avait, c'était le sélacanthe. Il présentait ce poisson-là qui est comme des nageoires avec des os au lieu des cartilages ou comme des arêtes qu'on peut voir. Puis il disait, voici, c'est l'ancêtre du reptile ou de l'amphibien qui a commencé à marcher sur la Terre. Mais, là, 65 millions d'années, mais dans les années 30, ils ont découvert le sélacanthe, un poisson des fonds des océans, dans le fond. Il ne veut pas aller pas en tout, il n'est pas après vouloir marcher. Il est vraiment bien dans l'eau, c'est pas une transition du tout. Mais ça, c'était dans les livres, puis ça, c'est dans les livres que moi j'ai vus quand j'étais au cégep, puis qui me présentaient, voici la preuve. Pourtant, ils savaient, ça avait déjà été découvert que les poissons étaient dans l'eau. Mais quand tu veux pousser ton idée, tu la laisses là jusqu'au fond. La plus grande transition qui est expliquée par les gens, que les gens ils semblent porter leur foi là-dedans, ils disent qu'on vient de l'homme singe. L'être humain, ce serait le produit de l'évolution d'un homme singe. La théorie évolutive dit que là, 6 millions d'années, il y avait un homme singe qui existait, puis là, lui aurait donné naissance aux êtres humains et aux chimpanzés. Fait que quand on dit que on vient du chimpanzé, c'est pas vrai. Là. En fait, les évolutionnistes croient qu'on vient d'un homme singe. Le chimpanzé, ce serait plus notre cousin de la fesse gauche. Là, on dit le cousin éloigné. Ça, c'est la théorie de l'évolution, un et l'autre. Maintenant, quand on regarde ce registre-là fossile, puis là, il essaie de dire, OK, voici lui, 6 millions d'années, après ça, on peut parler de Lucie, l'Australopithèque, 2,5 millions d'années, puis là, après ça, on a un autre qui est un Homo florensis, qui a à peu près 2 millions d'années, puis là, il essaie de faire une chaîne entre eux autres, ils ont trouvé quelques os, en passant pas beaucoup. Ça pourrait rentrer dans une boîte de pick-up, toutes les os qu'ils ont trouvé de la ligne des homonidés. Il n'y en a pas des tonnes, comme on pourrait penser qu'il y a. Puis voici ce que ça a l'air. Là, on voit un bel arbre qui nous met avec plein d'images. Là, c'est loin un petit peu, mais vous allez voir apparaître. Tous les ronds rouges, c'est des points d'interrogation. Fait que là, ils disent, ben ça, c'est devenu comme ça. Mais on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de transition. Voici, c'est juste qu'il est un peu plus loin dans le registre. Fait que c'est d'un bout à l'autre, de leur chaînon de passer de l'homme singe à l'homme, c'est des points d'interrogation. On ne le sait pas. Hein? Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est répertorié, puis c'est qu'est-ce qui est enseigné comme étant la vérité absolue.
Voici ce qui est arrivé, on vient d'un homme singe, là, quelques millions d'années, qui a évolué pour arriver aujourd'hui à l'être humain. Ça, c'est un monsieur du musée des sciences américains de la nature à New York. C'est le conservateur du musée qui a dit « Même en tenant compte du pauvre registre fossile que nous avons de notre proche parent disparu, l'Homo sapiens homme apparaît comme étant distinct et sans précédent. Il n'y a certainement aucune preuve pour soutenir l'idée que nous sommes graduellement devenus, sur une longue période de temps, ce que nous sommes intrinsèquement, que ce soit dans le sens physique ou intellectuel. » Malgré qu'il a fait cette citation-là, dans le musée, il y a la représentation de toute la chaîne humaine. Parce que ils ont comment on disait ça tantôt, ils ont un priori vers le matérialisme. C'est un absolu pour eux autres. Ils ne peuvent pas permettre un pied divin dans la porte. Ils vont préférer croire qu'ils n'ont juste pas encore trouvé la chaîne, comment ça s'est relié d'un à l'autre, puis le laisser là, mais ils n'ont pas les preuves. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment présentement. Face à ça, face à ce qu'on connaît de l'être humain, et que Dieu il nous a créé à son image, qu'il a mis une valeur intrinsèque en l'homme, qui aime l'homme, qui avait une communion directement avec lui, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Est-ce que le fait qu'on ait cette connaissance-là, qu'on ait cette pensée-là dans nos têtes, cet intellect-là, qu'on cherche Dieu, qu'on cherche à comprendre, est-ce que ça fait plus de sens qu'on vient d'un primate qui a besoin de survivre, là, avec le temps il a évolué, ou est-ce qu'on a été créé comme ça par un créateur tout-puissant qui voulait une relation avec sa créature? Donc, poursuis avec ça, puis c'est mon dernier point, avec la ressemblance avec le chimpanzé. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, où ce que l'être humain et le chimpanzé, on est des cousins, puis on est tellement proches que notre ADN, notre code génétique, est à 98 ou 99% pareil. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, c'est encore ce qui est promulgué dans les livres. J'ai fait une recherche encore ce matin, puis hier, j'ai fouillé un petit peu, j'ai tapé « Ressemblance génétique homme et singe ». Là, sur Google, la vérité est là. Tous les articles qui sortent, tout pointe vers un homme et le chimpanzé se ressemblent à 98 à 99% dans leur génétique. Là, si on entend ça, ça veut dire qu'on est pas mal proche. Hein? On pourrait penser, ben, peut-être qu'on vient d'eux autres. Mais c'est quoi la réalité? Ça, c'est Wikipédia. Le génome humain et du chimpanzé sont identiques, là, selon les sources, à 96, 98, 98,5%. Ça, c'est Wikipédia. J'ai allé revérifier hier. J'ai mis la citation là. Ça, c'est qu'est-ce qui est qu'on voit dans l'Internet. Pourtant, depuis 2018 minimum, parce que je pense qu'il l'avait trouvé avant, on sait que la ressemblance entre le chimpanzé et l'être humain, génétiquement, quand on compare, c'est 85% et non pas 98%. Ça, les gens le savent. Il y a eu des articles dans Nature, dans Science, qui sont les revues les plus connues du monde scientifique. Puis les chercheurs ont publié là-dessus. Ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Juste à guise d'exemple, l'être humain, nous autres, on a 23 paires de chromosomes, puis le chimpanzé en a 24. Fait qu'on n'a même pas le même nombre de chromosomes ensemble. Le chromosome Y qui fait qu'on est les hommes, on est ce qu'on est aujourd'hui, celui de l'homme, présentement, il est 2 fois plus grand que celui du chimpanzé en partant. Il y a une grande différence. Puis là, il y en a plusieurs autres qu'on pourrait dire. Puis là, vous allez me dire, bien, 85%, c'est quand même assez proche. Mais si on croit un créateur, puis le créateur qui a fait des êtres humains, puis il a fait des animaux qui mangent à peu près les mêmes choses, qui peuvent digérer les mêmes choses, qui respirent la même air, qui ont les yeux, qui ont des pattes ou des mains. Les chimpanzés, c'est des pattes, mais c'est différent un petit peu. Mais on métabolise, on vit à peu près dans le même environnement. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des ressemblances? Hein? C'est normal. On a la même chose à manger, la même nourriture, le même air à respirer, on a la même façon une façon quasiment similaire de se reproduire, de bouger, tout ça. C'est normal qu'il y ait une ressemblance. De là à dire que c'est 98-99%, ça c'est totalement faux. Puis ça c'est ce qui me dérange le plus, parce que dans les livres encore à l'école aujourd'hui, c'est ça qu'ils enseignent aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à 98-99? C'est qu'ils ont pris des portions identiques ou des portions de même fonction, puis ils ont comparé ça ensemble, ils n'ont pas comparé l'ensemble. Fait que c'est comme une demi-vérité. Dans la partie qu'on a comparée, oui, on est à 98-99% pareil.
mais on n'a pas tout comparé. Puis quand on compare tout, on tombe à 85. Vous voyez la demi-vérité là-dedans? Hein? Puis, ou en fait, le mensonge caché là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? 85% de différence là, dans notre ADN. L'être humain, là, une cellule, on déroule l'ADN dans cette cellule-là, il y a 3 milliards de lettres génétiques. Et ça veut dire 480 millions de lettres de différence entre les deux. Là, on ne parle pas de 2-3 lettres de différence. 480 millions. Fait que si j'avais un livre là, avec 3 milliards de lettres, j'en change 480 millions. C'est quand même beaucoup, hein, on s'entend. Maintenant, si l'être humain puis le chimpanzé, ils ont divergé, ils avaient un ancêtre commun il y a 6 millions d'années. Il y a eu ces 480 millions-là de lettres de différence qui se sont accumulées pendant 6 millions d'années. Mais en fait, il faut le voir en termes de génération. Parce que là, moi, j'ai des enfants, puis là, je passe des mutations à mes enfants. Mais je n'ai pas des enfants à chaque année. Hein? Vous comprenez un petit peu? Puis pour l'être humain, c'est à peu près à 25 ans. On a en moyenne 25 ans avec une autre génération. Pour le chimpanzé, c'est à peu près 5 ans. À chaque 5 ans, ils commencent à se reproduire, puis ils peuvent avoir des enfants, puis on ne les a pas toute notre vie non plus. Mais j'ai pris un chiffre, pour que ça soit facile à calculer, j'ai pris 10. Là, je sais que pour les humains, ça n'a pas de sens. On n'a pas une nouvelle génération à chaque 10 ans. Mais mettons, à chaque 10 ans, donc là, je divise la différence de lettres par le nombre de générations qu'il y aurait eu entre l'homme singe et l'être humain si on se reproduisait à chaque 10 ans. Ce qui n'est pas le cas, là, mais c'est dans le pire des cas. J'ai dit 6 millions, tu enlèves un zéro, ça tombe 600 000. Il y aurait eu 600 000 générations. Entre les deux, donc, si tu divises un avec l'autre, ça te donne la quantité de mutations que tu as besoin d'introduire à chaque génération. Tu as besoin d'introduire 800 mutations favorables à chaque génération si tu veux un jour partir de l'homme singe puis arriver à l'être humain. Là, c'est peut-être un peu complexe, mais ça veut dire que quand j'ai eu mes enfants, il aurait fallu que je leur passe 800 mutations favorables. Mais là, les 800 que je leur ai passées, là, il fallait que tout le reste de l'humanité au complet les aille aussi, là, pour que le reste de l'humanité soit aussi capable de le passer à l'autre génération, à chaque génération. Voyez-vous la quantité énorme de mutations qu'il fallait transférer? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est totalement impossible. Tantôt, on voyait que l'être humain passe de génération à un autre sans mutation. Mes enfants en ont 100 en une génération. Puis là, je les ai passés à mes enfants, je ne les ai pas passés aux autres enfants, juste à mes enfants. Puis ces 100 mutations-là sont soit défavorables ou neutres. On ne voit pas trop l'effet présentement. Il n'y en a pas des favorables. Il n'y a pas des mutations que je passe qui sont favorables à cause de ce qu'on voyait dans l'entropie génétique. Avec le temps, les choses se dégradent. Fait que si j'en passe maximum 100 à mes enfants et non pas à tout le monde, mais ça devient impossible d'en passer 800 à toute une génération à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération pour les accumuler pour un jour arriver à ces 480 millions de différence. C'est juste mathématiquement impossible. On ne peut pas génétiquement venir d'un homme singe il y a 6 millions d'années. Si on veut croire à ça, il faudrait que l'homme singe soit apparu il y a des milliards d'années, même plus vieux que l'univers même existe, pour introduire ces mutations-là. Puis il fallait qu'elles soient bonnes. Hein? Est-ce que vous connaissez beaucoup de bonnes mutations? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit hey, « moi j'ai une mutation à telle affaire, puis depuis ce temps-là, je suis vraiment, comme à part dans les films de super-héros, que là, tu commences à voler, tu as des lasers, tout ça, ça n'existe pas. Les bonnes mutations, ça n'existe pas. C'est plutôt le contraire, les mutations nous fait dégénérer. Fait que là, la question que je vous pose, quand on voit ça, est-ce que ça fait du sens qu'on vienne d'un homme singe, ou ça fait beaucoup plus de sens qu'on ait été créé parfait, comme Dieu a voulu, depuis ce temps-là, on dégénère? Moi, je pense que j'ai beaucoup de facilité à mettre ma foi dans on a été créé parfait par un créateur qui nous aime, puis depuis ce temps-là, on dégénère, que j'étais un homme singe, puis avec les mutations favorables qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas, ben là, j'ai pu un jour devenir un être humain. C'est un petit peu le tour de la présentation. J'aimerais ça terminer avec des passages qu'on a vus aujourd'hui dans l'introduction. Je trouve ça important. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est des faits, mais qui peuvent être interprétés de plusieurs façons. Moi, je vous ai dit, voici en quoi je mets ma foi. C'est quelque chose que je crois. Est-ce que j'étais là, moi, quand Dieu a créé les cieux et la terre? J'étais pas là. Est-ce que je peux l'expérimenter? Est-ce que je peux créer les cieux et la terre? Non, je ne peux pas le faire. Est-ce que je peux faire un être humain parfait? Même une bactérie parfaite? Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas l'expérimenter. Je le crois par la foi. Mais ma foi, je l'ai mis dans
la parole de Dieu qui ont formé les cieux et la terre. Ce que j'ai vraiment aimé tout à l'heure, ça a été mis, la parole de Dieu, au commencement était la parole. C'est le même au commencement que dans Genèse 1, au commencement était Dieu. Et c'est le même commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si je recule tantôt, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a formé toutes choses. Puis la parole était là dès le commencement avec Dieu, en Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Puis un peu plus loin, dans le verset 14, on a la clé de l'histoire, parce qu'on pourrait se dire, c'est qui la parole, c'est quoi la parole? Et la parole a été faite chair. Ça, c'est le bout qu'il ne faut pas manquer. Dieu, le Créateur, a pris la place d'un homme sur la terre. Il a été fait chair. Il ne s'est pas soustrait à nos souffrances, il ne s'est pas soustrait à l'anthropogénique, qu'est-ce qui se passe autour. Il a pris place comme un homme, 100% homme. Il a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu, le Fils, Jésus-Christ, a pris la place d'un homme sur la terre. Là, mais pourquoi que Dieu, le Père, a envoyé son Fils, Dieu le Fils, pourquoi que Dieu a pris la place d'un homme sur la terre? On va se poser cette question-là. Ça, c'est une des plus grandes preuves d'amour et la plus grande preuve d'amour qu'il n'y aura pas jamais eu dans l'histoire humaine. Jésus est venu pour racheter une race qui était déchue, perdue, corrompue par le péché. De notre tendre enfance, le péché, c'est évident, c'est quelque chose qui apparaît et qui court en nous plus qu'on grandit, même dans notre foi, plus qu'on vieillit, plus qu'on s'en rend compte. Si je fais un péché par jour pendant tous les jours de ma vie, ben, quand si le Seigneur me permet de vivre à 80, je vais en avoir fait beaucoup plus que si j'étais décédé à 25. Parce que c'est attaché à notre nature, puis la solution n'était pas dans l'être humain en tant que tel, la solution était en Dieu. C'est pour ça que Dieu a pris la place d'un homme, un substitut parfait, comme homme, 100% homme. Puis on voit dans Romains pourquoi il est venu. Car il est mort, ça c'est Jésus qui est venu mourir, crucifié. C'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qui vit. Jésus, Christ, Dieu le Fils, est venu mourir pour régler le cas du péché une fois pour toutes. Ce qui était totalement impossible à nous, mais lui, il l'a fait, le Créateur, la parole créatrice. Puis il ne s'est pas soustrait à aucune épreuve de la vie humaine, il a souffert, le rejet, le martyr, abandonné. Il a tout goûté à ça, c'est pour ça qu'il peut être notre souverain sacrificateur parfait, parce qu'il a été là sur cette terre-là. C'est quoi le message qu'on en a? Et que c'est celui qui va mettre sa foi dans ce Fils-là, dans Dieu, le Fils venu sur la terre, son sacrifice, sa mort pour régler le cas du péché. Pas dans ses propres œuvres, dans ses propres efforts ou dans sa propre bonne personne. Celui qui va mettre sa foi en Jésus, c'est celui-là qui va avoir la vie. Celui qui croit au Fils ne verra pas. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. C'est le message du Créateur, le message de la création. Dieu le Fils, le Créateur, venu, pris la place d'un homme pour nous racheter. Il y a plusieurs ressources, j'en ai quelques-unes en arrière, en français, le français, Association Création Sciences, il y a le site internet, créationniste.com, il y a du bon matériel que vous pouvez aller voir, fouiller là-dedans pour vous pouvez instruire. Il y a Institute for Creation Research, Answers in Genesis, Creation Ministry International, c'est des bons groupes qui vont présenter le créationnisme biblique, qui vont présenter le Créateur. Je vais laisser Pasteur Rousseau, j'ai fait un petit résumé des 10 points parce que quand je ne suis pas différent de vous autres, quand j'entends quelque chose que 7, 8, 10 points, là, quand je ne suis pas chez nous, je m'en souviens pas. Je vais m'en souvenir d'un puis deux, puis je vais être content. Mais je les ai écrits un résumé de chacun dans un petit affaire signé, vous allez pouvoir regarder, remémorer. Quand vous allez avoir des doutes, quand vous allez entendre dans le National Geographic qu'ils ont découvert le nouveau chaînon manquant, ou qu'on est 98% identique au chimpanzé, vous allez pouvoir vous remémorer ces choses-là. Et mettre votre foi dans ce que la Bible nous laisse. On va terminer par un mot de prière, après ça, on va vous laisser. Certainement. Père Céleste, on est béni en toi. Tu as tout pourvu en Jésus-Christ. Notre Créateur, tu nous as formés, tu nous connais. Tu nous aimes, tu as toujours voulu cette relation-là avec ta créature, tu as voulu qu'on te glorifie. Et Seigneur, tu as tout fait pour rétablir cette relation-là brisée. Je te prie, Seigneur, je ne connais pas les cœurs ici
Mais si quelqu'un n'a pas fait ce pas-là de mettre sa foi dans son Créateur, dans son Sauveur, lui qui est venu prendre sa place sur la croix, Seigneur, touche son cœur. Amène à la repentance, amène à Christ par la foi qui est la vie. La vie est en lui. Merci Seigneur pour cette belle avant-midi. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui n'essaie pas de se justifier, Seigneur. Elle dit, elle affirme la parole de Dieu. Et merci. En l'impression de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. J'ai bien apprécié qu'à chacun des faits, il posait la question « En quoi allez-vous mettre votre foi ?» Puis quand on regarde ces vérités-là, puis on regarde la question du passé et notre compréhension de ce qui s'est produit dans le passé, c'est toujours une question de foi. Et ce qui est fort avec la foi, c'est que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient des informations qu'on nous donne. Nécessairement quelqu'un qui a été élevé chrétiennement, quelqu'un qui va dans une église fidèle à la parole de Dieu, qui a des personnes douées comme Jonathan pour expliquer les vérités scientifiques de telle manière que ça glorifie le Créateur, il n'aura pas de la difficulté à mettre sa foi dans le Créateur. Mais malheureusement, si ce n'est pas le cas, puis qu'il va à l'école publique, puis qu'il est bombardé continuellement de faits, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'on voit dans les statistiques, il y a des pays, il y a des endroits où près de 70% des enfants qui ont été élevés dans une famille chrétienne, qui ont été élevés dans une église fidèle à la parole de Dieu, rendus vers la fin du secondaire, ils disent « au revoir la foi ». Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur foi dans les théories humaines. On les a présentés comme des faits, comme des lois établies. Puis à la lumière de ça, ils ont dit, ben, il n'y en a pas de créateur, il n'y en a pas de Dieu, même on aurait peut-être convaincu qu'il n'y a pas de Jésus, puis je vais juste vivre comme s'il n'existait pas. C'est pour ça que je vous encourage régulièrement à prier pour les jeunes, pour la propagande qui leur est imposée dans leur éducation continuellement. Prier pour que les parents aient de la sagesse, qu'ils soient capables de répondre à leurs questionnements, et qu'ils soient capables de les aider à faire des bons choix envers Dieu. J'ai été élevé comme un athée et on me dit toute ma jeunesse, mes parents, mon système scolaire, que Dieu n'existait pas. Puis à l'âge de 21 ans, il a étendu sa main, puis il a travaillé dans mon cœur, puis il m'a permis de comprendre que oui, il était vivant. Puis là, j'ai connu cette expérience-là de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et là, ça a ouvert mon cœur. J'étais déjà tellement affectionné aux mathématiques et aux sciences. Là, je voulais devenir biochimiste, c'était ça mon ambition. Dieu a dit non, tu t'en vas dans le ministère chrétien. Là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer de pouvoir là, connaître un peu les deux aspects, puis de pouvoir là, défendre la parole de Dieu, basée sur des faits, mais nécessairement encore avec la foi. Parce qu'on ne peut pas prouver Dieu, mais on peut expliquer les vérités de Dieu, et les gens doivent faire ce choix. Si vous n'avez pas connu le Créateur Jésus-Christ, vous ne l'avez pas encore invité dans votre cœur comme votre Sauveur, et avant que ce soit trop tard, c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, je vais demander à mon frère de venir éteindre ça. Et, merci beaucoup.